L'interview du sommet du couple et de la sexualité, édition numéro 5. Et aujourd'hui, on est avec Bertrand Brissot. Bertrand, est-ce que tu peux te représenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour, je m'appelle Bertrand Brissot. Je travaille en tant que coach et thérapeute sur Paris, également sur le web. Et je travaille, entre autres, je travaille entre autres dans le couple, au travers des couples. Puisque ma spécialité, en fait, c'est d'accompagner des personnes qui sont HP, c'est-à-dire qui sont hyperpensantes. Et c'est des personnes qui ont souvent des problématiques dans le couple. Parce qu'en fait, en tant qu'hyper, il y a des hyper problèmes dans le couple. Donc, je m'occupe de tous les AV, et entre autres les AV dans le couple, d'où mon intervention aujourd'hui. Génial. Écoute, je te remercie d'être avec nous. Ça va être très inspirant, je sens. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'est une personne hyperpensante? Parce que moi, quand tu as parlé de HP, je pensais que tu parlais des hauts potentiels pour le coup. Et c'est ça, en fait. À part que le potentiel, ça a une espèce de. C'est un petit peu une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est-à-dire qu'en fait, on attend un résultat. C'est pour ça qu'au début, on avait commencé à dire que c'était des précoces, c'était. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de bonne dénomination, je trouve, dans ces termes, parce qu'en fait, les HP, on parle tout de suite effectivement de haut potentiel, et qui dit haut potentiel dit qu'ils m'attendent derrière parce qu'il y a un potentiel. D'ailleurs, dans toute mon enfance, on m'a toujours dit, tu sais, je t'ai mis tes mains parce qu'en fait, tu vas faire tellement mieux. Mais à part que le potentiel, il est pas là pour faire tellement mieux, il est juste là pour faire ce qu'il sait faire. Donc voilà, et je trouve qu'en fait, le potentiel parce qu'en fait, il y a une façon de réfléchir qui est différente. On a tous le même cerveau, on a tous supposé des mêmes choses, mais dans l'hyperpensant, en fait, il va utiliser beaucoup, de manière assez différente, en fait, ce cerveau, ce qui fait qu'il va avoir une hyperpensée. L'hyperpensée, c'est la pensée en arborescence, entre autres, c'est donc avoir une pensée qui va se transformer en trois pensées, qui va se transformer en 20 pensées, et en fait, ça va être comme une espèce de millefeuille, ça va être tout le temps ensemble. Et comme souvent, les hyperpensants ont également des capacités, entre autres, d'apprentissage assez fortes, ce qui va se passer, c'est que ce millefeuille va se transformer, en fait, en une espèce de foutoir monstrueux, où chaque idée va prendre des dimensions mais assez impressionnantes. Et tout le travail que je fais en coaching, c'est en coaching individuel, justement d'accompagner les hyperpensants à gérer cette hyperpensivité. Alors les termes que j'ai utilisés, ils sont pas très français, mais ils sont très compréhensibles pour l'hyperpensivité. Si on pense à ça n'existe pas. Parce qu'en fait, on n'a jamais vraiment décrit correctement cette matière que il y a deux types de personnes, ce qu'on appelle les normopensants et les hyperpensants. Et les normopensants, ils pensent pas que les hyperpensants pensent différemment. Et comme les hyperpensants ne supportent pas d'être différents, du coup, on va se retrouver dans des espèces d'incohérences de langage et de compréhension. Du coup, voilà, l'hyperpensant, c'est essentiellement une personne qui va être hyper et pense trop. C'est-à-dire, c'est le titre d'un bouquin qui est très très intéressant. C'est Je pense trop, et justement, c'est le premier livre, je trouve, qui parle assez bien et qui résume assez bien ce que vivent ce qu'on appelle les hyper intelligents. Et là, c'est pas, il y a encore un jugement, donc ça va pas dans les hyperpensants. Est-ce que du coup, je pense trop égale je suis trop ou pas? Alors, je pense trop égale je suis pas assez parce que j'ai pas le temps d'être vraiment, et pour commencer à être, il faut comprendre qui on est. Donc, cette compréhension, elle passe entre autres par le fait de comprendre qu'on est différent. Yes. Est-ce qu'on est hyperpensant, pardon, ou est-ce qu'on devient hyperpensant? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ce soit le contexte familial, que ce soit le contexte personnel, va pousser l'hyperpensivité. Mais il faut d'abord qu'il y ait un terreau. Et ce terreau, c'est la génétique. En fait, on dit souvent que les personnes qui sont hyperpensantes, il y a un ou les deux parents qui sont aussi hyperpensants. Donc les HP, c'est souvent des enfants qui sont HP, toujours. Donc il y a certainement un facteur génétique. Maintenant, il y a des personnes qui ont un terrain génétique HP et qui ne se le reconnaissent pas, et qui ont du mal sur plein de choses. Je parlais de la mémoire, il peut y avoir des problèmes de mémoire, il peut y avoir des problèmes de logique, il peut y avoir des problèmes. Et là, réellement, les problèmes sont plus liés en fait à l'histoire personnelle qui a cassé certaines phases de la personnalité, certaines phases de construction. Mais quelque part, ils sont quand même hyper ensemble. Et du coup, voilà. Et moi, à mon humble avis, c'est comme tout le reste, c'est un terrain génétique. Et dans ce terrain génétique, soit on va le faire, soit on va pas le faire. Ouais, je vois, c'est très très clair. Merci. Et du coup, là, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. HP égale souvent quand même la proie facile des pervers narcissiques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? Est-ce que toi, tu penses ça? Non. Alors déjà, on va se mettre d'accord sur le principe du pervers narcissique. Et là, c'est pas un problème. Enfin, il y a un problème d'HP, c'est plutôt un problème d'hypersensible en fait. En fait, on attire d'une parce qu'on est, et on attire de contraire. Donc, en hypersensible, on va attirer d'autres hypersensibles. À part dans l'hypersensibilité, comme dans l'hypersensibilité, il y a des gens dont l'histoire a cassé cette hypersensibilité. Et au lieu d'être complètement épanoui dans l'hypersensibilité, ce qui est assez difficile d'ailleurs, mais on va l'assumer un petit peu plus, donc à tendance à se bloquer, à se renfermer sur eux. Et en fait, le pervers narcissique, c'est simplement un hypersensible qui est dans une espèce de tour d'ivoire. Et qui s'est complètement en fait, déconnecté de toutes ses émotions. Parce que ça fait trop mal les émotions. Donc, quand on n'est pas capable de ressentir, qu'est-ce qu'on fait? On joue. Ben oui, quand on n'est pas capable de ressentir des émotions, on les joue. Et quand on est en face de quelqu'un qui surjoue quelque part les émotions, alors qu'on n'est pas capable de les ressentir, ça va faire une espèce d'affrontement où effectivement il va y en avoir un qui va vouloir prendre le dessus sur l'autre. C'est rarement l'hypersensible qui essaie de prendre le dessus sur l'autre. Là, c'est celui qui va manipuler, qui va essayer de prendre le dessus sur l'autre. Mais il faut juste rappeler que tout ce qui est pathologique, c'est obligatoirement une souffrance à la base. Donc, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui souffre intérieurement, qui n'a pas obligatoirement conscience par quoi du tout. Parce qu'il n'y a aucun problème, le pervers narcissique, quand on le prend en consultation. Non, mais j'ai aucun problème, c'est elle le problème, ou c'est lui d'ailleurs, parce qu'il y a, non, pas vraiment, il y a beaucoup de pervers narcissiques aussi chez les femmes, qui évidemment se retrouvent en couple avec des hypersensibles. Elles vont tout doucement manipuler et à qui elles vont un petit peu faire tourner la tête. Et comme souvent les hypersensibles et les hyperintelligents, c'est les mêmes, on va se retrouver avec des personnes qui vont être complètement castrées, pour un homme comme pour les femmes. Hein. Le castrage, c'est plutôt donc, casser l'affinité, casser la masculinité, casser l'amour de soi, casser la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment à part. Et du coup, quand on a une personne en thérapie, en coaching, et ben, faut tout reconstruire derrière. Et le pervers narcissique, il va ni aller en coaching, ni aller en thérapie, ou alors c'est dans une thérapie de couple, avec l'enjeu de c'est pas de ma faute, c'est elle, c'est lui qui va pas bien. C'est-à-dire, c'est lui qui vient voir un psychologue, c'est lui qui voit un psychanalyste depuis 15 ans, c'est pas moi, je vais bien. Donc, voilà. Donc oui, les pervers narcissiques sont plus facilement attirés par les hypersensibles et les hyperpensants. Déjà parce que quand on est face à un hyperpensant ou un hypersensible, il y a quand même quelque chose qui se dégage en termes d'énergie qui est très fort. Et du coup, il y a quand même, on va dire, une certaine fierté,
dans un premier temps, d'avoir cette personne à ses côtés, parce que ça fait briller, on brille grâce à l'autre. À part qu'au bout d'un moment, l'autre brille tellement, on va essayer de le rabaisser le plus possible, parce qu'on n'est plus capable de briller soi-même, en fait. Et c'est un petit peu toujours ce combat intérieur, en fait, pour le pervers narcissique, c'est je l'aime, mais au lieu de construire, je détruis. Alors que l'hypersensible, quand il aime, c'est pour construire. J'ai envie de dire, les personnes qui ne sont pas manipulatrices, qui ne sont pas pervers narcissiques, elles essaient de construire dans le couple. Donc, c'est vraiment, je construis quelque chose pour mieux le détruire. Mais c'est parce qu'à l'intérieur, c'est complètement vide et détruit, en fait. Et ça, la souffrance. Ouais, je comprends totalement. Moi, c'est bien, j'ai plein d'idées qui me viennent, justement. On a parlé d'énergie. On a parlé d'énergie du HP. Qu'est-ce qui, selon toi, se dégage de l'énergie d'un HP? Est-ce que tu pourrais nous expliquer en termes de chakras, de centre énergétique, si tu connais un petit peu ces bagarres? Alors, oui. Alors après, on va être très clair, c'est complètement personne dépendant au niveau des chakras. C'est-à-dire que, ça dépend déjà dans quelle partie de la vie tu prends la personne. Parce que si tu prends en début de vie, quand la personne, elle a juste son enfance, elle a déjà souvent été, il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été jouées. Les chakras qu'on va appeler les chakras de la gorge, les chakras du cœur, les chakras racines aussi, sont des chakras qui sont un petit peu bloqués parce que du coup, la personne, elle se retient en fait. Donc on va pas vers l'autre obligatoirement parce qu'en fait, on a du mal à parler, puisqu'on a été moqué, puisqu'on a été rabaissé. Donc la parole ne sort plus, donc le chakra de la gorge est un petit peu bloqué. Le chakra du cœur, souvent des histoires familiales qui peuvent être assez compliquées. Donc on va pas dans le cœur et on se réfugie que à l'intérieur. Ce qui fait que par contre, on a une vie intellectuelle et spirituelle souvent très forte. Mais la personne qui est en HP va avoir tendance, en fait, et surtout quand il y a une grosse hypersensibilité, va avoir tendance à se barrer, à partir dans la spiritualité. Parce que si le pervers narcissique qui se barre dans sa tour d'ivoire, le HP, l'hypersensible, lui, va plutôt se barrer dans les étoiles, quoi. C'est pas la peine de rester sur Terre, et je préfère aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est beaucoup plus agréable, discuter avec les anges, c'est génial, les mettre à sonner, c'est parfait. Mais du coup, si on est venu dans cette vie, c'est pour s'ancrer, et c'est parce que c'est pour vraiment vivre cette existence, et pour vivre cette incarnation. Donc, à partir du moment où il y a incarnation, il y a le besoin, on va dire, spirituel de s'incarner, et quand on est que là-haut, et qu'on va sur le bas, et on ne vit pas cette incarnation correctement. Donc, c'est la grande difficulté, justement, en énergétique, au niveau de l'énergie des HP, et des hypersensibles, c'est vraiment de retrouver l'ancrage. Et pour ça, il faut nettoyer, on part du haut, puis on descend. Plutôt que d'aller du bas vers le haut, on commence par le haut. Alors, en général, c'est bien dégagé, c'est la couronne et le troisième, en général, c'est pas des endroits où c'est trop, chez les HP et les hypersensibles, c'est pas trop bloqué. Et donc, on va commencer par donner la parole, libérer le chakra gorge, et puis après, tout doucement, on descend. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont très importantes, effectivement, parce qu'en termes d'énergie, si on veut s'ancrer, c'est avoir les deux pieds dans le sol, et il faut vraiment nettoyer tout le reste. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un coaching dans lequel j'avais une personne qui était ancrée que d'un côté, parce qu'en fait, elle avait tout l'autre côté, qui était le côté, comme souvent chez les femmes, c'est le côté masculin, dont on s'est coupé. Alors, soit on devient complètement masculine, soit on devient complètement anti-masculin, et du coup, on coupe la jambe droite. En général, c'est la jambe droite. Parce que la jambe droite, c'est celle qui marche, c'est celle de la droite, ce qui est la droite, chez les droitiers, chez les faux gauchers, c'est vraiment le côté du masculin, du fer. Donc, c'est vraiment de l'action aussi. Et quand on se coupe complètement de cette branche-là, effectivement, on a du mal à partir en action, on a du mal à rentrer dans le fer. Donc, en termes d'énergie, il n'y a pas une énergie par rapport au HP, au hypersensible. C'est plus des blocages qui sont plus ou moins les mêmes parce qu'en fait, les personnes ont vécu avant, sinon les mêmes expériences, en tout cas le même type d'expérience dans leur enfance. C'est quand on prend un HP à 60 ans, c'est tous les chakras qui sont dégommés. Alors, soit ils sont complètement spirituels, puis effectivement, quand on dit touche plus les pieds sur terre. Et là, c'est beaucoup de travail parce qu'effectivement, il fallait guérir toutes les blessures d'enfance, il fallait guérir toutes les. Fallait vraiment. Il y a un gros travail de fond à faire. Si on arrive à les avoir à 20 ans, plutôt qu'à 60, effectivement, on va se retrouver juste avec de l'énergétique. Et en travaillant justement sur tout le complexe pour libérer les chakras les uns derrière les autres, c'est beaucoup plus facile. Mais on arrive encore. Voilà. Et on regarde s'il y a un chakra particulier qui représente vraiment alors, les HP, peut-être le troisième œil, et les hypersensibles, c'est plutôt le cœur. Voilà. On sont les deux quand on est HP. Et tu as dit aussi tout à l'heure que les HP brillaient beaucoup, donc je pense aussi au plexus solaire. Et au fait que pendant leur enfance, beaucoup d'HP quand même ont été harcelés ou ont été vraiment moqués parce que justement ils brillaient trop et ça dérangeait les autres. Et ouais, donc, du coup leur plexus solaire, comment? C'est vraiment personne dépendant et comment la personne a vécu en fait. C'est là qu'on se retrouve souvent avec des gens qui vont être renfermés en fait. Donc la lumière elle est là. C'est vrai que moi j'ai la chance effectivement de voir les lumières des gens, même quand ils les ont éteintes. Mais effectivement, plus on va aller donc, plus les personnes ont souffert, et moins on voit cette lumière. Par contre, effectivement, c'est des lumières qui sont dans le jaune, le vert, on a beaucoup de violet, du bleu, tu vois, ça il y en a beaucoup, mais après, voilà, en termes d'énergie, souvent, quand on rencontre un HP qui vient travailler, c'est un HP qui a été cassé dans la dernière rupture de vie. Ce que j'appelle les ruptures de vie, c'est évidemment les ruptures sentimentales. C'est aussi tout ce qui est les ruptures au niveau du travail. Les ruptures de vie, tout bête, un accident de voiture, prise de conscience, perte de quelqu'un, ou des fois, au détour, j'étais en train de courir, je faisais mon jogging, et puis je me suis arrêté, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis en train de courir? Je cours après quoi? Et remise en cause de toute ma vie, remise en cause de tout ce qui se passe autour. En général, c'est ménage de printemps, mais grand ménage de printemps. Et c'est là où les personnes arrivent et viennent voir, en général, des thérapeutes, et cherchent souvent des réponses, du coup, soit dans le très mystique, soit dans le pas mystique du tout, donc très terre à terre. Donc, soit on va aller commencer à faire du jardin, on va beaucoup jardiner, on va faire la menuiserie, soit de l'autre côté, on va aller dans un ashram, et puis on va se mettre à méditer pendant des jours. Ce que je fais un petit peu, je sais plus comment ça s'appelle, dans le prière, mais prière, mange prière, voilà. Voilà, et c'est un petit peu ça, c'est ça. Donc, en termes d'énergie, voilà, ça va vraiment dépendre des histoires que chacun est.
il y a quand même quelque chose que je suis en train d'analyser depuis tout à l'heure pendant que tu parles. Mhm. J'essaie vraiment de former un schéma, on va dire, d'énergétique, tu vois, pendant la rencontre HP et PN. Donc j'étais en train de me demander si justement on pouvait pas créer comme ça pourquoi les HP sont attirés par les PN et inversement, tu vois. Et moi je crois beaucoup en l'énergétique dans tout ça. Et tu vois, j'étais en train de me dire, bien sûr ça dépend de chaque personne, mais il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même, en tout cas dans les personnes que j'accompagne, un schéma qui revient, qui est que le pervers narcissique a une sexualité assez développée, en tout cas a parfois même des perversions, tu vois, d'où le terme pervers au final. Donc son chakra sexuel, on va dire qu'il est très débloqué, il est très, voilà, il est en excès limite, tu vois. Et le HP, je pense qu'il a quand même une sexualité un peu moins, enfin peut-être en carence, souvent. De ce que je vois la plupart du temps, en tout cas chez moi. Mais après, toi, Ouais. C'est un peu, ouais, c'est un peu plus complexe que ça. Effectivement, sont les pervers narcissiques ont aussi effectivement des attributs sexuels, ils ont besoin, des gros besoins. Effectivement, on se rappelle quand même que la sexualité c'est un enjeu de pouvoir aussi. Dans le couple, c'est quand même un gros enjeu de pouvoir. Chez la femme, c'est je te tiens par les couilles, comme on dit. Et mais chez l'homme, c'est aussi c'est je te prends quand je veux. Et effectivement, ça, dans un couple, quand on commence à avoir ce genre de choses, effectivement, là, on a souvent derrière des personnes narcissiques qui effectivement ont ce besoin. Après, j'ai envie de dire, effectivement, le chakra, il est souvent très mis en avant, chakra sexuel, ce qu'on appelle chez nous, ce que j'appelle chez moi, le chakra des ailes, hein, c'est pas là-bas. Et voilà, et effectivement, c'est vraiment, c'est quelque chose d'ouvert, mais c'est pareil, c'est quelque chose de souffrant, parce que là, on est dans la domination, le besoin de dominer. Chez les hyperpensants, effectivement, c'est plus cérébral. Et là, on va faire une distinction très nette entre la sexualité des hyperpensants hommes et la sexualité des hyperpensants femmes. C'est pas qu'elle soit ni mieux ni moins bien, c'est juste qu'effectivement, quand on est face à un pervers narcissique homme et qu'on est une femme, ben, on va avoir la femme va vite comprendre le jeu de pouvoir en fait. Et en général, elle va essayer de contrôler ce jeu de pouvoir, plus ou moins en fonction de. Elle va souvent mettre en avant en fait ce côté sexuel. En disant, ok, j'entends bien ta demande, mais là, on va éteindre un peu le jeu parce que là, ce côté sexe, c'est pas de me faire la demande, c'est vraiment de me dominer. Donc quand c'est démasqué, en général, le pervers narcissique reste pas, il s'en va. C'est rupture, c'est brutal et salope, connasse, ça pue, voilà. On est vraiment c'est un schéma, mais c'est un schéma qu'on retrouve quand même quasiment à chaque fois. Et avec pareil, on casse le plus possible avant de partir, on casse tout ce qui tient encore. Dans le sens, effectivement, le pervers narcissique, femme, face à l'hypersensible, surtout c'est dans l'hypersensibilité, hein, ça se joue, homme, elle, effectivement, elle va lui donner d'abord un accès complet, sans limite, de toute la sexualité dont tu as besoin l'autre. Quitte à aller dans des choses qui l'intéressent même pas, mais je m'ouvre pour toi. Et tout doucement, le millefeuille va se refermer. Voilà, c'est lui très habitué en même temps qu'il se referme. Et tout doucement, en fait, c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire qu'en fait, la femme va expliquer à l'homme que c'est un pervers dans sa façon de réfléchir, dans ses fantasmes, dans ses besoins. Et tout doucement, on va se retrouver sur des schémas où l'homme qui a tout vu va se retrouver tout doucement à descendre dans une descente aux enfers, dans laquelle lui, on lui explique que c'est un pervers, parce que, ben voilà, j'ai besoin de telle ou telle chose à tout le temps, mais régulièrement dans ma relation. Et non, ça c'est pervers, la sodomie c'est pervers, le bondage c'est pervers, des fois juste une position qui est sa position préférée, et qui était soi-disant dit pas la bonne position pour tout le monde, se retrouve avec une position qui est vraiment, mais non, tu comprends, il n'y a plus de plaisir de côté, alors qu'on avait soi-disant départ. Parce qu'en fait, là, vraiment, on va essayer de casser, c'est plus que la personnalité, c'est la sexualité. Et derrière, effectivement, on se retrouve avec des espèces de montres religieuses qui vont vraiment venir aspirer, en fait, l'essence même de la sexualité et donc de l'identité sexuelle de l'homme. Mais on retrouve ça aussi chez l'homme qui, pervers narcissique, va aussi avoir tendance à dire à la femme que sa sexualité, qui fait quand même partie de l'identité sexuelle de l'autre, parce qu'on soit homme ou femme, notre identité sexuelle, elle passe aussi par notre sexualité et ce qu'on en fait. Donc, souvent, dans le pervers narcissique, on retrouve aussi ce schéma qui va casser les désirs, les besoins de la femme. Mais c'est beaucoup plus mastoc, c'est plus visible en fait. Chez la femme, c'est plus long et c'est beaucoup plus sourd en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui se remettent eux en question, en disant qu'est-ce que j'ai mal fait dans ma relation, qui fait que, et là, quand tu commences à discuter et que, en fait, c'est un pervers narcissique qui a tout fait pour te casser parce que tu riais trop pour lui et que du coup, tu n'arrivais plus à prier lui autant. Parce qu'effectivement, comme tu disais, on n'est pas les mêmes choses. Donc, là, voilà, les prises de conscience par contre sont très douloureuses. Et souvent, les hommes ont plus de mal à se remettre d'une relation longue, surtout parce que c'est plus long déjà, avec une pervers narcissique. Parce que le démontage a été systématique et a vraiment été profond. Et alors que les femmes, souvent, déjà, elles discutent entre elles. Donc souvent, c'est aussi pour ça que le pervers narcissique homme va tenter de casser toutes les relations amicales que la femme, elle a avec ses copines. Parce qu'à partir du moment où elle discute, obligatoirement, elle va se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas. Ah oui, t'as fait ça, comment ça se fait? Ça se fait pas, ça? Les hommes discutent beaucoup moins, en fait, de ce genre de choses. Déjà, c'est des passions, mais voilà, c'est des plantes, il y a un mec, quoi, qui va discuter de ça. On peut pas se faire avoir, mais c'est pas possible. Par contre, quand on se fait avoir, on tombe de haut et ça fait mal. Les femmes, attention, je crois que les femmes, ça fait pas mal. Quand tu te réveilles un matin, tu es aux côtés d'un pervers narcissique et que t'as compris, enfin, au bout de 3 ans, 5 ans, qu'il t'es avec le pervers narcissique et qu'il est en train de t'emmener tout au fond du gouffre, ça fait mal aussi. On va pas se mentir, ça fait toujours mal. Mais les femmes ont une résilience qui est quand même beaucoup plus forte à ce niveau-là, je trouve. Dans ce que je vois moi, au quotidien, c'est plus facile. Elles ont plus de C'est toujours résilience. la même chose, c'est toujours une question de est-ce qu'on va l'exprimer ou pas, est-ce qu'on va sortir les émotions. Et c'est vrai que dans notre société, les mecs, ils sont plus emprunts à pas sortir les émotions, à tout garder pour eux, quoi. Donc, je peux comprendre la différence des femmes peut-être plus rapide à ce niveau-là. Ah bah c'est ça, et puis effectivement, les femmes elles discutent, quand elles ont un doute, elles ont la meilleure copine, elle dit excuse-moi, mais là, tu sais machin, il est en train de me faire ça. Bah non, il n'y a pas de faire ça, je te raconte, tu sais bien. Ouais, il me semblait bien, mais tu sais, là je me pose des questions, ah ouais, c'est des questions, il faut peut-être passer quand t'es réalisé, c'était assez rapidement. C'est encore un mot ou deux, mais bon, j'ai là, il y a rarement ce test-là parce que les hommes parlent plus difficilement, même entre potes, entre meilleurs amis, c'est plus compliqué de dire, bah écoute, tu sais quoi, je suis en train de vivre ça, ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression que c'est pas normal.
déjà, on met plus de temps à... C'est plus long. Et, j'ai l'impression que les hommes ont une certaine fierté, ils vont pas montrer leur vulnérabilité aussi facilement que les femmes. Alors que les femmes, elles disent, bah, moi, je suis pas qui m'avait dit, c'est pas normal, c'est comme tu dis. C'est ça, mais c'est souvent les copines sont pour ça en fait. Hein. C'est remettre un couple dans une normalité, en disant, une perspective, une normalité, en disant ce que tu vis, ça va pas, c'est pas possible, t'as la personne qui est avec toi, elle est en train de te manipuler. Sans commencer à dire, déjà, tu te fais un peu manipuler là, t'as revient 2-3 fois dans la discussion, puis d'un seul coup, tu fais merde. En fait, ce serait pas avec le père narcissique. Parce qu'il tu sais, puis on s'envoie des petites vidéos sur YouTube sur le père narcissique, sur pour les recoder. Ah non, non, mais ça c'est pas moi, c'est pas du tout. Juste ça, d'accord. Et tu vas aussi, ah si, oui, ça fait 3, puis ça fait la fin, tu vois, en fait, la vidéo, elle a raison, quoi, c'est un père narcissique. Après, le temps de digérer ça, et puis après de le faire. Mais ouais, effectivement. Et ça, les hommes, effectivement, c'est un petit peu la problématique, c'est qu'ils arrivent en disant, voilà, je suis en burn-out, ou je suis en dépression. Et quand on soulève le couvercle qu'il y a sous le burn-out ou sous la dépression, souvent il y a plein d'autres merdes qui sont liées. Et entre autres, le fait d'être avec un pervers narcissique peut faire partie. Attention, tous les burn-out d'hommes ne viennent pas du pervers narcissique, je suis pas dit ça, mais souvent c'est contribué quand même. Il y a une personne, un homme qui est avec une pervers narcissique, va à un moment ou à un autre, de toute façon, faire un burn-out parce qu'en fait, il est complètement désaligné en fait, au niveau de ses valeurs, au niveau, il n'y a plus d'estime de soi, il n'y a plus confiance en soi, enfin, même plus l'amour de soi là, mais on est complètement désaligné en fait de ses valeurs, de qui je suis, de mes besoins aussi. Donc effectivement, on est dans un burn-out. C'est là où on retrouve par ce coup des hommes en arrêt pendant 6 mois parce qu'ils ne comprennent pas. Oui, mais en même temps de gagner 5 000 €, d'avoir un poste à responsabilité et passer 35 heures à la maison en semaine parce qu'elle s'ennuie. Oui. Pose-toi des questions, parce qu'il y a peut-être une dissonance qui va peut-être parler sur autre chose en fait. Effectivement, voilà. Attention, toutes les femmes qui demandent plus d'attention ne sont pas des pervers narcissiques. La femme par principe demande plus d'attention et c'est normal. Ça fait partie des demandes constantes. Maintenant, entre une demande normale de écoute, moi voir le dimanche et écoute, j'aimerais bien que tu ne bosses que le lundi, voire le matin du lundi parce que le reste du temps je vais tout avec moi. Là, il y a vraiment une manipulation dans laquelle la personne essaie complètement de déstabiliser la personne qui est en face d'elle. On trouve ça chez les hommes et chez les femmes. C'est pas... Mais le burn-out, c'est vrai qu'on retrouve assez souvent chez les hommes, parce que effectivement, il y a voilà, cette déconnexion entre les valeurs, entre les besoins de la personne. Complètement. C'est très clair. Ça me fait penser à plein de souvenirs là, c'est super. D'ailleurs, le burn-out, à mon humble avis, alors là, c'est un humble avis, c'est ce que je constate au quotidien, c'est vraiment une maladie psychique d'un type de personne, c'est les HP. Et vraiment, là, j'ai pas encore rencontré une personne non HP avec toute cette façon de réfléchir, cette façon de concevoir la vie. Aucun burn-out, tous les burn-out que j'ai suivis, c'était des HP. Et à chaque fois que les gens me disent ouais, alors ça quand je vois un burn-out, je vais chercher un petit peu sur l'HP. Je trouve ça, quand je vois un HP, je dis t'as pas fait un burn-out? Ah bah oui, bien sûr, je fais un burn-out, c'est africain, je fais un truc c'est pas marrant. Voilà. Alors que les personnes qui sont pas hypersensibles, mais qui sont vraiment hypersensibles, et c'est quand même la majorité, elles vont plutôt partir sur la dépression. Donc en fait, il n'y a pas de l'intellectualisation de pourquoi j'en suis là, c'est je vis à fond ces émotions négatives, et plus je vis des émotions négatives, plus je descends, plus je vis des émotions négatives, etc. Et c'est ça que je dis en fait, c'est vraiment sur les hypersensibles. C'est bien, on voit vraiment les différences là, c'est top. Je repensais à l'énergétique vraiment c'est important pour moi d'analyser en fait les schémas, tu vois. Au niveau du plexus solaire, tu vois, par exemple, souvent ce qui revient, c'est que les pervers narcissiques sont très charismatiques, ils prennent de la place, tu vois, ils sont présents en tout cas socialement. Est-ce que toi t'as remarqué ça? Et donc du coup au niveau du plexus solaire, en fait, ils semblent rayonner, tu vois. Et c'est pour ça que je pense les HP qui voient le potentiel. Ouais, alors je suis d'accord avec le il semble, parce qu'en fait quand on regarde vraiment en termes d'énergie, ils ont le chakra de la gorge qui est hyper développé, comme tu disais, chakra extraverti. Ils sont très extravertis. Alors ce sont des gens timides, qui n'ont pas tous les codes sociaux, ou alors qu'ils ont très bien assimilé. Il faut juste savoir que ce sont des gens très intelligents. D'accord, parce que pour manipuler, il faut de l'intelligence. Et en fait, quand on est en termes d'énergie, effectivement, ils vont développer beaucoup d'énergie. Mais en fait, ce sont des vampires énergétiques. C'est-à-dire que les personnes, elles sont pas là pour utiliser leur propre énergie, elles n'en ont pas. Donc elles vont chercher auprès des autres, auprès du groupe, elles vont chercher cette énergie pour rayonner. Et en fait, elles savent faire. Alors, on va être tout de suite bien au clair, c'est pas conscient. C'est vraiment des choses qui sont inconscientes. Les 3 quarts des personnes qui sont des vampires énergétiques le font de manière complètement inconsciente. Mais par contre, elles vont aller occuper une place en avant, en mangeant, en vampirisant les énergies des autres. Ce qui fait que les autres, en voyant leurs propres énergies, on se dit qu'est-ce qui brille? En fait, c'est toi qui brille, mais c'est pas lui qui brille tout seul. Donc c'est pour ça que le pervers narcissique, non, il n'y a pas tant d'énergie que ça en fait. C'est avant tout un vampire. Donc c'est un vampire énergétique autant que le reste. Et quand on a l'impression qu'ils sont charismatiques, qu'ils sont vraiment qu'ils en imposent, en fait, c'est juste parce qu'en fait, ils sont capables d'aller chercher en toi l'énergie dont ils ont besoin pour montrer ce charisme en fait. Et après, il y a aussi toute une partie, on va dire, des gens qui sont eux-mêmes charismatiques et qui tombent un peu dans ce qu'on appelle le pervers narcissique, parce qu'en fait, à force d'être charismatique et à force d'être regardé, les personnes vont venir par s'auto-suffire. Et là, on retrouve souvent dans les hommes politiques, je pense à des gens qui ont des grosses affaires, des esclaves et compagnie, sont des gens hyper charismatiques de base, qui eux, les enjeux du pouvoir et le poids du pouvoir sont tellement forts qu'à un moment, c'est une espèce de soupape de sécurité. Et la perversion, c'est plus juste une maladie, c'est une soupape de sécurité. Et c'est des gens effectivement qui vont être hyper sexués, parce qu'en fait, ils ont besoin de cette soupape de sécurité. Ça s'excuse pas ce qu'ils font, c'est juste une explication. Et du coup, en termes d'énergie, en fait, ça fait vraiment quand tu décris ça, tu vois, moi je vois quelque chose en fait ils ont tellement d'énergie en eux en fait au final parce que soit ils vampirisent, soit les autres qui leur donnent l'énergie parce qu'ils sont un aimant, tu vois. Du coup en fait ils sont obligés de la faire partir quelque part cet excès d'énergie, tu vois. Et souvent quand c'est le chakra sexuel, c'est souvent la soupape de sécurité comme tu dis, et c'est là où l'énergie va se décharger quoi. Si on n'a pas travaillé les autres chakras. Oui, sachant souvent les chakras chez les gens qui ont beaucoup de charisme, qui sont arrivés très haut, sont complètement fermés parce qu'effectivement on n'a pas le droit d'avoir confiance dans les autres en fait. Toute la vie politique c'est que ça, c'est combat sur combat. Donc pourquoi on fait
la façon la plus facile, quelque part, effectivement, c'est l'énergie sexuelle. Même si en fait, c'est aussi, je pense, quelque chose de culturel chez nous. Effectivement, comme tu sais certainement, on a plus de gènes communs avec le bonobo qu'avec le chimpanzé. Pourquoi gorille? Pourquoi? Parce qu'effectivement, et je pense que ça il joue beaucoup. Je sais pas si tu sais un petit peu, tu connais un peu le bonobo, mais le bonobo, en fait, en fait, le bonobo, il résout tous ses problèmes sociaux par le sexe. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est des couples complètement, enfin, il n'y a pas de couple, il y a des couples, mais voilà, c'est pour la reproduction, et ils baisent 3 fois par jour. Et ils s'en foutent de savoir si c'est un mec ou une nana. Je m'excuse, c'est je vous les fesses, voilà, et je pense que ça, dans nos gènes à nous, effectivement, il y a une partie de ça qui est restée, en fait. Ce comportement social, d'excuse et d'équilibre social lié au sexe, en équilibre socialement en faisant du sexe. Et je pense que c'est pour ça que cette soupape de sécurité est aussi importante quand on monte dans les étages, parce qu'effectivement, c'est un réflexe culturel et biologique. Alors c'est ça que, comme tu disais tout à l'heure, si on s'intéresse à l'énergétique, il y a des moyens beaucoup plus intéressants et qui sont beaucoup plus durables en fait. Entre l'ancrage au sol, quand on sait faire l'énergie correctement, on n'a pas besoin de sexe plus pour vider. On vide pas ses couilles, on vide pas son énergie dans ses couilles. Dans ce chat, c'est pareil, c'est la même chose. Parce que chez les femmes, c'est pareil. Bizarrement, on croit que c'est que les hommes, mais quand on regarde de plus près, voilà, Tesla, il n'était pas avec une secrétaire, il était aussi avec une femme de pouvoir, qui avait une productrice, une femme de pouvoir aussi, la personne qui est maintenant, c'est encore une femme de pouvoir. Donc, c'est vraiment du pouvoir avec du pouvoir. Et quand on est un petit peu effectivement initié à l'énergétique, on se rend compte qu'il y a des choses beaucoup plus subtiles et beaucoup plus faciles en fait à utiliser et beaucoup plus simples pour nous, pour le corps et pour notre esprit et pour le chakra comme tu dis. Donc effectivement, c'est le mauvais moyen, c'est le moyen qu'on utilise souvent. Mais là, on est vraiment dans le pouvoir. C'est vraiment voilà. Ouais, l'idée, c'est quand on connaît, quand on maîtrise l'énergétique, c'est vraiment de reprendre le pouvoir déjà sur sa propre vie aussi, et de pas être inconscient et de tout ça, quoi. C'est hyper important en fait. En fait, quand on coupe sa sexualité, quand on a des hypersexualités comme celui-là, on aussi coupe complètement ses émotions. Exact. Et alors du coup, une dernière chose énergétique, après, si tu veux, tu pourrais conclure ou parler d'autre chose, c'est vrai qu'on a pas beaucoup parlé. Pour les J'ai bien entendu que ça te parlait beaucoup. Que... En fait, vraiment, j'illustre, tu vois, tes propos par l'énergétique, donc je vois un petit peu les schémas qui se font. Et en fait, vraiment, je pense aussi au niveau du cœur, en couple, un HP ou un hypersensible, il donne beaucoup, il ouvre son chakra du cœur, tu vois. Quand il est en couple et quand vraiment l'autre quand son chakra du cœur est pas trop fermé, il ouvre beaucoup. Et par contre, à chaque coup dur, il le referme. C'est vrai. Et en fait, le HP est très fidèle tant que son cœur est ouvert. Justement, pour parler un petit peu, en fait, cette idée de donner et recevoir est très très importante dans le couple, que ce soit chez les HP ou pas chez les HP d'ailleurs. Mais ça, comme ils sont un petit peu hyper, c'est encore plus important, parce qu'on rentre dans des valeurs en plus. Et les HP et les valeurs, c'est quand même un peu la base. En fait, dans le couple, un des trucs qui est super important et auquel on ne pense pas, c'est le donner et recevoir. Symboliquement, l'homme donne, la femme reçoit. Sexuellement. Et dans le sens, du coup, c'est la femme qui donne et c'est l'homme qui reçoit. C'est pour ça que souvent, dans les cultures un petit peu qu'on a vécu jusqu'au 19e siècle, c'est la femme qui fait à manger et c'est l'homme qui reçoit à manger. D'accord. Et c'est la symbolique en fait. Aujourd'hui, on se rend bien compte que même si effectivement la femme est un réceptacle et l'homme donne, si on reste juste sur ce schéma de je te donne, tu me rends, je prends, tu me donnes, je prends, je donne, tu prends, aujourd'hui c'est complètement déséquilibré. Les femmes donnent beaucoup et en fin de compte, souvent dans la sexualité, quand il y a des sexualités passives, elles prennent pas en fait, elles donnent leur corps puisqu'elles prennent. D'accord. Donc c'est en termes de chakra, effectivement, là il faut en termes d'énergie, il faut vraiment qu'il y ait un échange, qu'il y ait un équilibre dans les échanges. Ça passe par la sexualité, ça passe par les tâches ménagères, ça passe par les revenus, ça passe par un petit peu tout, je veux dire, tous les domaines de vie en fait du couple. Et beaucoup de couples font l'erreur en fait de croire que c'est acquis. De dire voilà, c'est bon, t'inquiète pas, je m'en occupe. C'est ce que les femmes adorent faire. Hein. Les femmes elles adorent s'occuper de tout, pas se mentir. À part que ça crée un énorme déséquilibre. Et c'est là que t'as besoin, et c'est souvent là en fait où l'homme qui ne se sent plus suffisamment utile va aller voir ailleurs. Non parce qu'il n'aime pas sa femme, non parce qu'elle ne fait rien, mais c'est fait, elle fait tout. Et ça passe pareil dans l'autre côté. Hein. Si c'est l'homme qui s'occupe de tout dans la maison, qui s'occupe des gosses, qui s'occupe du ménage, qui s'occupe de la bouffe, qui s'occupe de rentrer l'argent, qui s'occupe, il va y avoir un déséquilibre qui fait qu'à un moment il va y avoir rien. Ça n'a rien à voir avec l'amour, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Ça a à voir avec ce que j'appelle le projet de couple. Et l'équilibre qu'on peut trouver à l'intérieur. Dans le projet de couple, il faut juste, c'est ce que je mets souvent dans les coachings de couple, ce que je mets souvent en avant, c'est quel est le projet de couple. Dit comme ça, c'est tellement vrai, on peut tout mettre dedans. Du coup, c'est d'avoir des enfants. Ok, ça c'est un projet de couple. C'est un sous-projet. Mais c'est quoi le projet de couple? On sait, quand on s'entend super bien sexuellement, on va se faire de l'amour, on découvre plein de choses ensemble. Ok, c'est un projet, c'est ce qu'on appelle le projet sexe. Et puis il y a le projet d'identité, le projet amour, le projet construction, le projet financier. Tous ces projets, il faut qu'on en ait une petite partie qu'on ait déjà un petit peu mis sur la table. Et tant qu'on n'a pas mis tout ça sur la table, un projet de couple il peut pas émerger en fait. Donc, pour que ce soit dans un couple, pour qu'il y ait une harmonie, pour qu'il y ait un équilibre, effectivement, il faut que le projet de couple fasse sens. Il faut qu'il fasse sens. Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Donc regarde du même côté. D'où l'intérêt de faire des objectifs et des projets. Donc, on se pose, on se dit ok, qu'est-ce que t'attends en amour? Ah bah non, ce qui m'intéresse, parce qu'on n'a pas une façon d'aimer en fait. Chacun a sa façon d'aimer. Il y a des typologies. Il y a des gens qui, par exemple, quand ils aiment, ce qu'ils ont besoin, c'est preuves d'amour. Il y a d'autres, c'est des paroles d'amour. C'est des cadeaux, il y en a pas. Et si tu sais pas comment marche l'autre, t'as une chance sur 10 de planter. En fait, on a 2 sur 3. C'est-à-dire, t'as 2 chances sur 3 de te tromper. Moi, j'ai besoin de preuves d'amour, et la personne qui est en face de moi, elle n'a pas besoin de paroles d'amour. Ça veut pas dire que ça peut pas marcher. Ça veut juste dire qu'il faut que moi je fasse attention à donner beaucoup de paroles d'amour. Et que lui, par contre, en face, il faut qu'il fasse aussi attention, donner beaucoup de preuves d'amour. Et une preuve d'amour, c'est pas te dire je t'aime. La parole ne sert à rien là, c'est des preuves.
c'est tangible. Voilà, ça c'est dans le projet d'amour. Qui tu es, qui tu es et de quoi tu as besoin vraiment, qu'est-ce qui va te nourrir. Et là, on va trouver effectivement du sens, on va trouver effectivement de l'énergie aussi. Qu'est-ce qui va venir nourrir notre amour, qu'est-ce qui va venir nourrir notre couple, dans l'amour. Là, si c'est effectivement de regarder des films pornographiques, parce que ça permet de comprendre certaines choses, pourquoi pas. Si c'est d'aller passer des week-ends en amoureux, c'est très bien, il faut le savoir en fait, il faut en parler. Pareil, mon projet de construction, souvent les gens disent, ouais, mais je construis avec cette personne. Ah oui, c'est ce que tu construis. Eh ben, moi j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de. Ouais, mais t'as pas construit ton couple, t'as construit des choses dont t'as besoin, pourquoi. Et t'as besoin de toi en fait. Donc dans la construction, c'est vraiment la construction du couple, c'est quelles sont les pierres que je mets dans mon édifice. Est-ce que je le fais en béton, est-ce que je le fais en briques, est-ce que je le fais en pierre apparente, où est-ce qu'on met la cuisine, où est-ce qu'on met le salon. Est-ce que dans la construction, c'est effectivement qu'est-ce que je donne à l'autre, qu'est-ce que je lui donne pas. Est-ce que j'ai un jardin secret, tu me droit, mais les deux doivent être d'accord. Ça c'est vraiment dans le projet de construction, c'est vraiment dans le projet qui va permettre en fait au couple, j'ai envie de dire, c'est le projet de base, c'est celui qui va permettre de construire. Un autre projet sur lequel on insiste à mon avis pas assez, c'est le projet d'identité. Donc en fait, qui on veut être face à nous et face aux autres. Et c'est là en fait où souvent les couples se cassent la figure. Parce que la construction, je veux dire, ça marche bien, le logement, ça marche bien, c'est que ça marche bien. Mais l'identité, on n'a souvent pas du tout la même idée. Vraiment, pour moi, un couple, c'est quoi un couple. Et si on se met pas d'accord du départ sur ce que ça va être un couple, on va se retrouver, moi, ce que je veux, c'est faire la fête tout le samedi et pouvoir montrer à quel point t'es une belle femme, t'es un bel homme, t'es intelligent, j'ai envie de te mettre en avant, moi je suis timide, alors tu sais quoi, sortir tout le samedi, c'est pas possible. Et là, dans l'identité, on va être un petit peu en retrait des deux côtés. Et puis, dans le projet d'identité, il y a aussi, est-ce que mon projet à moi, c'est là où il y a le projet des deux personnes. Donc un couple, d'accord, c'est trois identités. C'est moi, toi, lui. C'est trois identités. 1 plus 1 égale 3. Une fois qu'il y a des gosses, c'est le bordel parce qu'on en voit encore. Mais c'est déjà 1 plus 1 égale 3. Et chacun a son projet, chacun a ses envies, chacun a ses besoins. Et à un moment, il faut qu'il les mette sur la table en disant, moi, mon envie, voilà, j'ai 25 ans, je veux être chef d'entreprise, j'ai besoin j'ai besoin de toi pour construire ça. D'accord. Vous savez que les chefs d'entreprise sont des gens qui se construisent tout seuls, il y a toujours quelqu'un derrière. D'accord. Il y a toujours une personne qui est là pour dire, peut-être, je suis derrière toi, je t'épaule. T'as besoin, je suis là. C'est le garde-fou émotionnel, en fait. Et en fait, mais ça peut être aussi, voilà, si le projet c'est d'être secrétaire ou maçon ou employé dans une usine, c'est son projet personnel, mais par contre, derrière, ce qui l'intéresse, lui, c'est de construire une famille avec 2 ou 3 enfants et les élever comme eux ils ont été élevés, c'est très bien aussi. Si les deux sont d'accord, c'est parfait, mais il faut qu'on en reparle, il faut être d'accord. Si on part du principe que l'autre est d'accord parce qu'il vient de bien mieux que nous, qu'ils ont vécu à peu près la même chose, il y a 9 chances sur 10 que dans les 10 ans qui suivent, ça marche plus en fait. Parce que, effectivement, on va se retrouver sur des paradoxes où il y en a un qui dit, mais tu sais bien, l'éducation, on l'a dit qu'on faisait comme ça. Ah non, je veux plus faire comme ça. Parce qu'on s'est pas mis d'accord sur l'identité. L'identité de nous. Et puis, le troisième projet qui se fout, le cinquième projet qui se fout aussi un peu le bordel, c'est le projet financier, où effectivement, on a le droit de choisir de pas avoir comme priorité l'argent. Mais il faut être clair là-dessus. On a le droit aussi de choisir comme de prioriser l'argent. Il faut être clair dessus. Et effectivement, ce que j'ai quand même remarqué, c'est que beaucoup de couples se séparent à cause de ça. Et puis des fois, il suffirait juste un petit peu de discussion sur le sujet, d'honnêteté des deux côtés, et ça repart comme étant. Et j'avais une question. Imagine, parce que moi, en fait, mon grand but dans la vie, c'est vraiment d'être le plus clair possible dès le début, tu vois. Par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, un date Tinder, voilà. Quelles sont les questions que tu vas lui poser pour justement définir un petit peu son projet de vie, avoir une analyse un peu globale de la personne, si elle-même se connaît, évidemment, c'est un priorité. J'ai envie de dire qu'un couple, il met à peu près déjà 2 ans pour se construire avant quoi que ce soit. C'est-à-dire que, il faut que la personne te plaise, physiquement, intellectuellement, énergétiquement, t'es attiré par la personne, ça marche au niveau sexuel, au niveau du plan d'amour, ça marche très très bien. Vous tombez vraiment amoureux. Et là, vous dites, ok, c'est la fin de ma vie, c'est la fin de ma vie. Ok, parfait. Là, c'est là, moi, je me fais une pause et je dis, ok, c'est le moment d'aller voir un coach individuel. Parce qu'effectivement, il va falloir mettre en route quelque chose. Et en France, on n'a absolument pas du tout, mais vraiment pas du tout, la culture d'aller voir quelqu'un. Que ce soit un psychologue, un coach, un thérapeute. C'est encore très compliqué. Il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de thérapeutes. Et il n'y en a pas tant que ça qui vivent bien parce qu'en fait, les gens ne vont pas. Les gens ils ont l'impression que tout c'est tout seul. Alors c'est faux. C'est complètement faux. Si tu veux qu'un couple perdure, il faut qu'il sache où il va. C'est plus facile d'expliquer aux gens qu'en fait, si tu veux devenir un chef d'entreprise, tu as besoin de certaines compétences, tu as besoin de certaines appétences, tu as besoin. Il y a des choses que t'as des choses qui sont innées, il y a des choses qu'il va falloir que tu apprennes. Il y a des choses qu'il va falloir que toi tu apportes aux autres et que les autres vont devoir t'apporter. Ça semble tellement logique que quand tu sais, je me dis, ah oui, bien sûr, c'est pas une couple. Tu sais faire des choses, l'autre sait faire des choses, vous avez mis vos compétences en commun, et ces compétences en commun, pour les mettre presque sur un CV. C'est relou de faire un CV. Oh salut, moi je sais faire ça. Par contre, je vais pas faire la cuisine. Ah, ça tombe bien, tu sais faire la cuisine, c'est parfait. Ouais, c'est pas ce que je sais faire, j'aime faire ça en fait. J'ai pas d'appétence pour faire la cuisine, mais je sais faire. Toi, t'as pas d'appétence et tu sais pas faire. Ça va pas être dans un couple dans lequel ça va beaucoup matcher parce que, en termes de données et de reprendre, en fait, là, on va être dans une espèce de vide sur la construction parce que on s'aime, ça marche super bien. Par contre, si on passe nos vies à commander sur Uber Eats ou sur d'autres, effectivement, sur le plan financier, on risque de rapidement couler. Par exemple, des diversifications, c'est possible. Et puis, niveau santé, c'est pareil, ça va couler. Donc, aller voir quelqu'un, aller voir une personne, un professionnel, ça peut justement permettre, ça c'est remettre les choses à plat, dire ok, je sais faire ça, on sait pas faire ça, et on n'aime pas faire ça. Comment on fait? Parce que là où ça c'est problématique, c'est dans ce qu'on veut pas faire. Ce dont on n'a aucune appétence, ce qu'on n'aime pas faire. Ce qu'on sait pas faire, on peut l'apprendre. Tu sais pas repasser, et t'as envie d'apprendre à repasser, tu vas apprendre à repasser. Pas de raison. Tu sais pas faire la cuisine, mais t'as envie d'apprendre à faire la cuisine, pour ton écoute malin, tu vas apprendre. Tu prends un bouquin, aujourd'hui il y a des tutos partout, tu prends YouTube, tu prends ce que tu veux, tu vas apprendre à faire. Mais si t'aimes pas manger et que t'aimes pas faire à manger, c'est difficile d'apprendre. C'est pas possible en fait. Il n'y a pas d'appétence, il n'y a pas de possibilité. Donc c'est là où t'as besoin d'un coach, une personne qui va te remettre un petit peu en perspective les choses. Et ce sont déjà en fait. Quand est-ce qu'on va avoir un coach? À quel moment? Donc,
tout de suite. Ça sert à rien parce que si tu dois se casser la gueule tout de suite, tu vas savoir que t'as pas besoin de coach pour ça. C'est à la fin de la première année, j'ai envie de dire, entre la première et la deuxième année, entre les deux premiers anniversaires, c'est souvent bien, c'est plus intéressant. Parce qu'on commence à se connaître, on se connaît même assez bien. Pas encore très bien, mais assez bien. On aurait peut-être besoin justement de creuser un petit peu là-dedans. Une fois qu'on a creusé, donc on a besoin de, mais on creuse donc on creuse comment, on n'a pas de, comment dire, il n'y a pas de technique pour ça. On nous a pas appris. On nous a pas appris à creuser les sentiments. On nous a pas appris à creuser, voilà. Ça, c'est un boulot de coach, en fait. Et une fois qu'on va avoir une perspective, eh ben, on va pouvoir effectivement commencer à, le prendre des données va pouvoir se rééquilibrer. On va pouvoir effectivement, en termes d'énergie, avec un coach qui travaille sur les énergies, et ben, effectivement, on va pouvoir éviter de vampiriser l'autre. Parce que le c'est inconscient, hein. Mais si on travaille sur les énergies, on sait utiliser, on sait se retrouver soi-même son énergie, on n'a pas besoin. On va également travailler sur la gestion des émotions, parce que dans un couple, si on n'a pas conscience de ces blessures, on va obligatoirement apporter des émotions négatives qui n'appartiennent pas à l'autre. 99% des engueulades ne sont pas dues à la personne envers qui vous êtes en colère. Si tu m'engueules avec toi, avec tes piscines, il y a peu de chances que ce soit contre toi, après, le réel objet de la colère. Donc la personne peut t'écouter avant. Ou alors t'appuies sur un bouton qui fait mal et qui là me fait hurler. Et comme toujours, si t'as une énorme plaie sur le bras et qu'il y a quelqu'un qui fait toutes les minutes taper comme ça sur ta plaie, je tu vas pas mettre une heure pour mettre une part. C'est pas possible. Donc, c'est pas une émotion. Les émotions, c'est des espèces de plaies ouvertes. Plus ou moins fermées, mais souvent assez ouvertes. Dont on n'a pas conscience. Et tout le but de la gestion des émotions, c'est justement de prendre conscience de d'où ça vient. Faut dire, là, je suis en colère contre Capucine. C'est pas contre Capucine, je suis en colère. Et contre le connard là qui m'a crié au feu rouge tout à l'heure, hein, et qui du coup me met dans une colère noire parce que du coup j'ai mis mourir, j'avais mis des restes derrière, j'avais un rendez-vous, je l'ai aussi un petit peu pressé, c'est pas de ma faute, hein, mais quand même un petit peu, voilà, repenser à la responsabilité, comprendre d'où ça vient, et du coup ça permet de dégonfler tout de suite, le ballon il se dégonfle tout de suite, et on appuie plus sur une blessure, on appuie à côté de la blessure, on appuie sur plus rien. Et s'il y a rien, ça fait pas mal. C'est ça, et ça c'est pas important. Super, bah écoute, merci beaucoup Bertrand, c'était très clair, très intéressant, et vraiment merci à toi, j'ai hâte vraiment de voir ton atelier, qui va nous donner tous les exercices et les clés pour justement apprendre à mieux gérer ses émotions, donc ça va être top. Merci à toi. Tu peux nous en parler brièvement quelques minutes ou c'est déjà bien découvert. C'est exactement ce que je viens de faire, c'est vraiment reprendre déjà conscience de ces blessures. Okay, parce que dans les blessures, effectivement, on se retrouve obligatoirement face à soi-même. Et c'est reprendre la responsabilité de ses émotions. Comme je disais, si je suis en colère contre toi, en fait, c'est une partie de moi qui est en colère. Et je le déverse sur la première personne qui est là. Donc dans un couple, c'est souvent le conjoint, la conjointe qui prend, ou les enfants. J'aime beaucoup aussi. Et effectivement, du coup, être capable de gérer, de comprendre ces blessures, ça permet d'avancer beaucoup sur la gestion des émotions. Et du coup, il y a, la première partie, c'est vraiment comprendre les blessures, d'où elles viennent. Et la deuxième partie, c'est vraiment, du coup, comme je disais tout à l'heure, passer de j'appuie sur les blessures, j'appuie sur rien. Et pour ça, c'est vraiment la gestion des émotions pures, c'est comprendre et puis laisser passer et digérer en fait. Voilà. Et puis évidemment, quand on est en couple, en discuter. Et que l'autre soit capable de me dire, Capucine qui me dit, non mais Bertrand, c'est pas contre moi ton colère. C'est quand c'est parti de toi. Tu sais bien. Et là, tu dis, ah oui, évidemment. Alors, on va parler de papa, on va parler de maman, je vais vous montrer un petit schéma rapide de où se situent souvent les blessures. Par exemple, on a une blessure d'abandon, souvent un lien avec maman, un petit problème de confiance en soi, c'est des problèmes avec papa. C'est une grille de lecture qui, à laquelle vous allez devoir ne pas adhérer, mais qui est quand même vachement intéressante parce que je me suis pour tout. C'est pas encore une personne qui me dit, oh non, ça marche pas. Oh non, je comprends pas du tout que tu parles. Voilà. Il y a un apport théorique à la base avec les blessures, et puis après, il va y avoir des exercices qui vont être un petit peu, justement, pour vous faire comprendre un petit peu tout ça. Génial. Et du coup, si vous rencontrez un date Tinder, allez voir Bertrand pour vraiment être clair avec votre projet de couple directement, ça peut être pas mal. Ouais. Après, effectivement, c'est vrai que sur les sites de rencontres, on voit de plus en plus de choses, mais c'est toujours, c'est la partie réelle de ce qu'on voit ou pas. Après, effectivement, j'ai envie de dire, je regardais, la dernière fois, il y a une pub, c'était pas pour Tinder, c'était pour un autre, qui disait, quand je suis avec toi, je peux être vraiment moi. Et en fait, c'est ça, quand on discute avec les gens qui sont sur ces sites, c'est tout sauf la vérité, ça. C'est dommage. Parce qu'on a tellement intérêt à être authentique. Ouais, sur Tinder, maintenant, il y a pas mal de gens bien, hein. Parce que tu sais, avec le confinement, ils sont tous mis. Avant, c'était vraiment que les fakes, et maintenant, t'as tous les gens bien qui sont mis sur Tinder, c'est pas mal. Je sais pas, j'y vais pas. Une petite station pour essayer de. Avant, c'était vraiment nul, mais par contre, maintenant, foncez. Je suis pas sponsorisé par Tinder, attention. C'est quoi l'autocollant derrière là? Merde, je vais pas dire, putain. Oh, comment t'as. Donc, merci, vous nous entendez, vous nous avez pas encore sponsorisé, c'est maintenant. Je vais mourir mon commentaire, t'inquiète. Merci beaucoup en tout cas, Bertrand, c'était vraiment top, et j'adore ton énergie, j'adore tes conseils, donc merci encore. Merci à toi aussi de nous laisser cette parole dans ces moments, c'est vraiment super important, c'est super intéressant aussi. Et j'adore échanger avec toi, c'est toujours super enrichissant. Merci beaucoup. À bientôt, Bertrand. À bientôt, Capucine, ciao.